Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que vous avez la chance d'avoir l'interprétation en français et en anglais. Donc si vous n'avez pas pris un casque, n'hésitez pas, il y en a encore plein à disposition. Madame la conseillère d'État, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, Monsieur le Directeur général du Comité international olympique, Monsieur le maire de Genève, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs les très estimés intervenants, chers membres de 2050 Today, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs réunis ici et en ligne, très chers amis. Au nom de 2050 Today, le Forum d'action climatique de Genève, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à notre 4e réunion annuelle de haut niveau. C'est un immense plaisir de pouvoir vous accueillir ici ce soir à l'Université de Genève, temple du savoir et de la recherche scientifique. Nous nous réjouissons vivement de votre participation qui témoigne d'un intérêt et d'un engagement commun pour la protection du climat et par voie de conséquence pour l'état du monde et sa santé aussi bien environnementale que politique. La 3e édition de la Semaine du climat de la ville de Genève, dans laquelle nous nous inscrivons également, rappelle d'ailleurs opportunément combien cette question demeure un défi pour l'ensemble d'entre nous. Je tiens à vivement remercier Monsieur le vice-recteur et toutes les équipes de l'Université de Genève pour avoir aimablement co-organisé cet événement et nous offrir leur chaleureuse hospitalité. Face à un monde bousculé par une remise en question de ses fondements, et en particulier le respect du droit international et de l'état de droit, face à une planète bousculée elle aussi dans ses fondements, puisque pas moins que 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées, celle-là même qui mesure la sécurité de la vie humaine sur Terre, nous avons choisi cette année comme thème central de notre réunion annuelle la place des nations, au propre et au figuré, comme vous pourrez le voir et l'entendre ce soir. Sur cette place des nations, nous vous proposons un programme en 3 parties. Tout d'abord, l'action, ensuite la réflexion et finalement le partage. Tout d'abord, et après les paroles officielles de bienvenue de l'université ainsi que celles des autorités suisses, nous décernerons le prix 2050 Today de la décarbonation qui récompense justement l'action de nos membres. Nous aurons ensuite le très grand plaisir d'écouter une conférence de Maxime Blondeau, cosmographe et maître d'enseignement à Sciences Po Paris, qui nous proposera un nouveau regard sur les nations. Il interrogera l'idée même de nation. Dans un contexte de risque systémique, cette idée devient-elle ce qui sépare ou ce qui émerge? Il nous invitera à penser la nation autrement et à réconcilier les échelles. Enfin, en 3e partie, nous aurons la joie d'inaugurer la version pilote de l'exposition Place des Nations, justement, une exposition événement conçue et développée par 2050 Today et Maxime Blondeau. Ce projet d'exposition internationale et itinérante est conçu comme une représentation sensible de notre planète à travers les 195 nations du monde. Place des Nations se propose ainsi de mélanger art, science, limites planétaires et géopolitique, avec une simple et unique conviction que j'espère vous pourrez toutes et tous partager et qui est la suivante. Toutes les nations, avec leurs particularités, partagent un seul et même monde. Le vernissage sera suivi d'une réception à laquelle vous êtes bien sûr toutes et tous chaleureusement conviés. J'ai maintenant le très grand plaisir de donner la parole à Monsieur Stéphane Berthet, vice-recteur de l'Université de Genève et responsable des relations internationales et interinstitutionnelles. Monsieur le vice-recteur.
Merci. Les salutations protocolaires ayant été faites, permettez-moi de m'y associer. Donc, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, c'est un grand plaisir pour l'Université de Genève d'accueillir cette 4e édition du Forum d'action climatique 2050 Today, qui nous réunit autour d'un objectif commun, accélérer la décarbonation de la Genève internationale et renforcer notre responsabilité collective face à l'urgence climatique. Le thème choisi cette année, la place des nations, résonne profondément avec notre mission académique et citoyenne. Cette place, symbole de dialogue et de coopération, doit devenir également un espace d'action et d'innovation pour la transition écologique. Elle nous rappelle que la lutte contre le changement climatique ne connaît pas de frontières. Et dans ce contexte, Genève, centre névralgique de la gouvernance mondiale et cœur opérationnel du multilatéralisme, a un rôle fondamental à jouer, celui de catalyser les idées et les actions où se rencontrent États, organisations internationales, entreprises, ONG et institutions académiques. À l'Université de Genève, nous sommes convaincus que la connaissance est un levier essentiel pour transformer la société. Nos chercheurs et chercheuses travaillent sur des solutions concrètes, qu'il s'agisse de technologies pour la capture du CO2, de modèles économiques circulaires ou d'outils juridiques pour renforcer la gouvernance climatique. Nous collaborons évidemment étroitement avec les organisations internationales de l'écosystème genevois pour transformer ces idées en politiques efficaces. Nous nous engageons également sur le terrain de la formation par l'intégration de la durabilité dans nos cursus, avec des programmes comme notre master en innovation, développement et durabilité. Et finalement, nous nous engageons par l'action, et c'est pourquoi nous nous sommes fixés l'objectif de réduire notre propre empreinte carbone, et nous avons opté pour un plan climat ambitieux visant une neutralité carbone d'ici 2030 pour nos bâtiments et nos activités. Mais nous savons que la science seule ne suffit pas. Il faut des alliances, et le programme 2050 Today participe à cet effort pour faire de Genève un laboratoire vivant de la transition écologique, un lieu où l'action précède les discours et pourquoi pas un modèle pour le monde. La place des nations est ainsi aussi une place de responsabilité et elle pourrait devenir la place des solutions où chaque institution démontre que l'action est possible ici et maintenant. L'Université de Genève est fière de contribuer à ce mouvement et reste déterminée à avancer vers une Genève neutre en carbone. L'ensemble de cet engagement et de cette collaboration donne sens à notre action. Et aujourd'hui, profitons de la conférence de M. Maxime Blondeau pour élargir notre regard et découvrons l'exposition Place des Nations comme une invitation à repenser notre planète et notre responsabilité. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et merci de votre attention. Merci infiniment, Monsieur le vice-recteur, pour ces chaleureuses paroles, pleines de sagesse, j'oserais dire. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Madame Nathalie Fontanet, conseillère d'État et chargée du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures, qui s'exprimera ici au nom de la Confédération suisse, de la République et canton de Genève, ainsi que de la ville de Genève. Madame la conseillère d'État. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions respectives, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette 4e réunion de haut niveau de 2050 Today, que je remercie d'ailleurs pour son invitation. Pour faire le point sur les défis que nous traversons et sur les réponses que nous y apportons collectivement, je m'exprimerai effectivement au nom du canton de Genève, mais aussi de la Confédération et de la ville de Genève. Vous le savez, la Genève internationale traverse une période de turbulence. Des États ont réduit leur contribution
avec des répercussions sur les ressources et sur l'emploi. Face à ces défis, nous avons agi au niveau du canton. Avec la Fondation Hans Wilsdorf, nous avons créé la Fondation pour l'adaptation de la Genève internationale, dotée de 50 millions, et la ville de Genève s'est jointe à cette dotation en ajoutant 2 millions de plus. Au printemps, un mécanisme d'urgence a permis de sauvegarder plus de 140 emplois dans une vingtaine d'ONG. Le Parlement fédéral devrait se prononcer sur les mesures urgentes en soutien aux organisations internationales dans le courant du mois de décembre. Mais au-delà du soutien structurel, ce sont aussi les valeurs incarnées par la Genève internationale que nous souhaitons défendre dans la transition climatique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, est clair. Réduire les émissions d'au moins 45% d'ici 2030 pour respecter l'accord de Paris. Ces chiffres, mesdames et messieurs, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits établis par des milliers de scientifiques. Pourtant, et malheureusement, le climato-sceptisme ressurgit, y compris au plus haut niveau de certains gouvernements. Et ce ne sont pas là des faits isolés, mais des avertissements. Car lorsque les faits deviennent négociables, lorsque les chiffres deviennent des opinions, eh bien, c'est la démocratie elle-même qui vacille. Et c'est ici que la Genève internationale prend tout son sens. Le CERN repousse les frontières de la connaissance. L'UNIGE forme les experts critiques. Le GIEC, basé ici, synthétise les travaux de milliers de chercheurs sur le climat. Cette concentration unique d'excellence scientifique nous confère une responsabilité: défendre la rigueur face aux approximations, défendre la méthode face aux croyances, défendre les preuves face aux convictions. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit 2050 Today. Les autorités hautes ont établi un partenariat stratégique pour la décarbonisation de la Genève internationale. La Suisse vise 50% de réduction d'ici 2030. Genève vise 60%. Près de 50 institutions ont signé la charte de 2050 Today. Missions permanentes, organisations internationales, ONG, entités académiques, elles se sont engagées avec des plans d'action concrets sur l'énergie, sur la mobilité, sur l'alimentation, les déchets et le numérique. La Genève internationale défend les droits humains, le droit international, la coopération multilatérale. Et ces valeurs doivent inclure la protection du climat et la défense de la science. Car les enjeux climatiques sont indissociables des droits humains et de la coopération internationale. Quand on remet en question le réchauffement climatique, eh bien on remet en question les institutions qui le documentent. Quand on relativise les preuves scientifiques, on affaiblit le socle de la coopération internationale. Ensemble, mesdames et messieurs, construisons une Genève internationale alignée sur la neutralité carbone, tout en préservant son rôle de centre de coopération multilatérale. Une Genève qui ne se contente pas de parler, mais qui agit. Une Genève qui défend la science comme la seule méthode fiable pour comprendre le monde et prendre des décisions éclairées. Dans un monde où le scepticisme scientifique gagne du terrain, notre réponse doit être claire. Genève restera un bastion de la coopération fondée sur les preuves et de l'action climatique guidée par la science. J'invite toutes les institutions qui ne l'ont pas encore fait aujourd'hui à rejoindre 2050 Today. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre engagement dans ces deux démarches complémentaires, le soutien
à la résilience de la Genève internationale et sa transition vers la neutralité climatique. Merci beaucoup, Madame la conseillère d'État, pour vos chaleureuses paroles très inspirantes. Ladies and gentlemen, after this welcome word, and before proceeding to the award ceremony, I would like to take this opportunity to review the progress made by 2050 today, our coalition for reducing greenhouse gas emissions in international Geneva, as it is customary for our annual high-level meeting. But first of all, let us place our joint and direct efforts in the context of the worldwide transition towards low-carbon human activities. According to the latest emission gap report from the United Nations Environment Programme, greenhouse gas emissions linked to human activities have risen by a further 2.3% between 23 and 24. It means a significant increase compared to the previous year, which saw already a 1.6 increase. And this, ladies and gentlemen, despite the regular, updated, and continuous commitments made by governments. UNEP foresees a warming of 2.8 degrees by the end of the century if the climate commitments are not drastically strengthened. What does it mean? It means that a world where temperature peaks will reach 50 degrees. As some of you may have precisely just experienced outside of this building during the last weekend, the Climate Sense experience, and you have felt maybe what it means to live in a world of 50 degrees, not 1.5. Make no mistake, at this stage, we are heading to a temperature rise with devastating consequences for populations, for the planet, for economies, and consequences that we are already beginning to suffer, with countless casualties and billions worth of damages all over the world, including Switzerland, as we have seen this summer. Despite these obvious repercussions and the even more serious ones that are yet to come, the last climate COP held in Belém reflected, unfortunately, neither high ambitions nor real action. I'm not very glad to say that it was exactly likewise in Baku 1 year before. Therefore, the question is, are we doomed to climate change that is as inevitable as it is fatal? The answer is obviously no. No. Why? Because these emissions are generated by us. By us, every one of us. Because climate change awareness is permeating everywhere, and because action can still reverse the trend. 2050 today is precisely the proof that we can unite and act. So, where does our coalition stand in 2025? The first year of real action, because we have adopted the action plans just last year. So first of all, I'm glad to say that 7 new institutions have now joined 2050 today, including GEM, the grouping of multinational companies in the Geneva region. And 4 of them have already adopted an action plan, including the World Intellectual Property Organization, which is represented tonight here.
Nowadays, 48 international institutions, as mentioned by the Councillor, permanent missions, international organizations, NGO and academia, have not only adopted an action plan, but are implementing it. So the good news is that the vast majority of the participating institutions have not only signed the charter, not only adopted a climate action plan, but are implementing real actions. And this year, we have been able to count more than 300 actions implemented. So you will say, okay, nice, but what does it mean concretely? Just big words? No, it means an increase of photovoltaic capacity and the installation of heat pumps. It means that mobility policies have been set and implemented to increase the use of trains instead of planes. It means that protein sources are more diversified towards low-carbon food, increasing as well the proportion of organic and seasonal products. It means also that single-use consumables and plastics at event and reception in International Geneva have been eliminated. It means that consumption channels that have a negative impact on biodiversity are assessed and reduced. It means also, a lot of it means, as you can see, that IT equipment is being rationalized by increasing its lifespan and promoting low-emission devices. Finally, it means that internal campaigns to raise awareness of eco-friendly practices are conducted among staff. As you can observe, these measures are all pretty practical and readily available for everyone. The task is indeed significant, but completely feasible, as we demonstrate tonight. As I just told you, we are not doomed to climate change. We can reverse the trend if we act, and when we act. On behalf of 2050 Today, I would like to express my gratitude and congratulations to all of you, dear 2050 Today members, because these endeavors are your work. We have built and defined, with the help of the authorities, the University of Geneva and SCG, a framework to help you, but the one who acted is you. I wish to thank precisely the Swiss authorities at all levels, University of Geneva and SCG, for their continuous support. Not only have we drawn up together a real roadmap, but also, and I think it is the most important, above all, we are demonstrating that our collective mechanism for reducing our carbon footprint is working and is pretty available to all institutions, not only here, but all over the world. So let me thank as well the entire 2050 Today team for making this happen. Ladies and gentlemen, in conclusion, we know the challenge is as tremendous as the stake, nothing else than ensuring a sustainable future. The choices we make today will have an impact not only on tomorrow, but mainly on the upcoming generations. You have chosen to act responsibly, and that deserves recognition. I invite you to applaud all these institutions that have decided to take action. Précisément pour les féliciter pour cette action, nous avons décidé cette année d'instaurer 2 prix pour mettre en évidence justement ce que la Genève internationale peut faire. Bien souvent, l'impression externe, c'est que la Genève internationale, c'est des grandes institutions où finalement on parle beaucoup, mais pas vraiment grand-chose se passe. Dans la réalité, il se passe beaucoup. Simplement, si on est ici ce soir avec de la lumière, c'est aussi grâce à la Genève internationale, parce qu'on s'est mis d'accord pour avoir des connexions électriques.
sans quoi on n'aurait juste pas la lumière ce soir. Donc beaucoup de mécanismes paraissent évidents, mais s'il n'y a pas cette coopération internationale, eh bien finalement, il y a beaucoup de choses qui nous paraissent tellement simples, mais qui ne marcheraient pas du tout. Alors, ce soir, nous avons décidé de décerner 2 prix, précisément pour mettre en évidence que cette décarbonation avance et qu'elle fonctionne, peut-être pas au rythme fantastique qui est nécessaire, mais en tout cas, elle est largement engagée. Et ainsi, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer ces 2 prix. Le premier, ce sera un prix bas carbone, et un deuxième, c'est le prix de l'engagement. Alors, on commencera par le prix bas carbone, qui vise à récompenser une institution qui a développé une action particulièrement significative pour réduire ses émissions, que cette institution ait décidé d'agir sur l'alimentation, sur l'énergie ou sur la mobilité, peu importe. L'essentiel, c'est que la réduction soit conséquente et surtout qu'elle puisse être réplicable et inspirante par d'autres institutions. Alors, on a mis en place un jury pour décider. Je vous assure, ce n'est pas seulement Tony Fifty tout seul dans son coin qui a décidé de vous octroyer le prix. Nous avons réuni précisément le canton de Genève, la ville de Genève et les SIG. Et ensemble, le jury a nominé 3 institutions cette année. La première, elle va apparaître ici. Voilà. La première, c'est la FIPOA, donc la Fondation pour les immeubles de la Genève internationale, qui, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, a mis en place un système qui paraît assez évident, mais il fallait y penser d'abord, à savoir de compter le nombre de personnes qui entrent dans une salle de conférence. Vous connaissez tous et toutes le CICG. Eh bien, en comptant le nombre de personnes et en régulant simplement la ventilation, ils ont pu réduire jusqu'à 67% l'électricité nécessaire pour une salle de conférence. Donc, c'est assez significatif. Je crois qu'on peut les féliciter. Voilà. La deuxième institution qui a été nominée, c'est le Comité international olympique, et qui a décidé d'agir sur la durabilité de façon conséquente, non sans raison, parce que le Comité international olympique, il vit du climat. S'il n'y a plus vraiment d'hiver, s'il n'y a plus vraiment de neige, les Jeux olympiques d'hiver vont être assez compromis. À l'inverse, les Jeux d'été par 50 degrés, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs et je ne sais pas s'il restera beaucoup d'athlètes. En tout cas, l'expérience de courir à 50 degrés, je peux vous dire que ce n'est pas très rassurant. Donc, eux, ayant décidé d'agir sur une action beaucoup plus responsable et durable, ont agi sur eux-mêmes, à savoir sur le staff du Comité international olympique, en décidant d'allouer un budget carbone, non pas pour faire des vacances, mais pour les voyages professionnels. Et comme il y a un budget financier, qu'en général on essaye de respecter, plus ou moins vu certains déficits budgétaires dans certains endroits dans le monde que je ne nommerai pas, ils ont alloué ce budget carbone et chaque année, chaque département du staff a un budget qui lui est alloué avec une orientation à la baisse. Et de cette manière, ils ont pu réduire de 30% l'empreinte carbone entre 2016, la période 2016-2019, et la suivante, 2021-2024. Donc c'est absolument remarquable et je pense que ce budget carbone, en fait, on pourrait très volontiers se l'appliquer à toutes et tous, et en tout cas à toutes les institutions. Je vous propose aussi de les applaudir. Voilà, et enfin, troisième institution nominée, c'est l'Organisation internationale du travail, qui, elle, s'est lancée dans un plan très important de rénovation de ces bâtiments. Donc, non seulement ils ont renouvelé l'enveloppe, ils ont changé les fenêtres, amélioré les lumières et tout ça, mais ils ont aussi pris en considération l'utilisation même des bâtiments, qui peut paraître une anecdote, mais ils ne l'avaient pas fait avant. Et simplement, ils ont remarqué que lorsque le bâtiment est inoccupé, à savoir pendant le week-end et la nuit, il n'est pas nécessaire de le chauffer.
Et donc, ils ont pu réduire non seulement l'utilisation du chauffage, mais aussi, très sérieusement, la facture, dans la mesure où le bâtiment étant beaucoup mieux isolé, eh bien, la chaleur reste et les employés ne sont pas congelés le matin quand ils arrivent à 8 heures. Donc, ça permet 21% de réduction de l'électricité et 31% de l'utilisation du gaz. Aussi, une belle performance et on peut aussi les féliciter. Alors maintenant, qui a gagné? Eh bien, c'est la question du jour. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné surtout? Et j'ai ainsi le grand plaisir d'inviter les SIG, représentés par M. Laurent Minot, directeur exécutif au SIG, de me rejoindre sur scène pour annoncer le vainqueur et surtout ce qu'il a gagné. Voilà, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. SIG est très heureux et très fier de soutenir 2050 Today et surtout de parrainer ce prix du bas carbone 2025. Et sans plus attendre, enfin, si je dois quand même révéler ce prix, il est à la fois symbolique de Genève et de cette ambition bas carbone, puisqu'il consiste en un set de carafes pour éliminer le plastique des bureaux et boire de l'eau, alors de Genève ou d'ailleurs, mais de l'eau qui ne sera pas en plastique, et la possibilité, oui, le 8 décembre, d'illuminer aux couleurs de son institution le jet d'eau de Genève, donc hautement symbolique là encore en ce jour de l'environnement. Sans plus attendre, j'annonce le vainqueur qui est le Comité international olympique. Nous avons le grand plaisir d'inviter le représentant du Comité international olympique, M. Gilles de Kepper, directeur général. Je vous en prie. Bien, c'est un peu j'allais presque utiliser l'analogie de l'arroseur arrosé, mais je crois qu'elle serait très, très mal placée ici. Le CIO qui reçoit une médaille, c'est généralement nous qui octroyons les médailles, et en plus une en or. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie et l'excitation de se trouver un peu de l'autre côté de la scène. En tout cas, un tout grand merci pour ce prix. Si vous permettez, je dirai quelques mots en anglais. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a true honor to stand here as a Director General of the IOC here in front of you to receive the 2050 Today Low Carbon Award. This recognition is not only a celebration of our achievements, but also a reminder of the responsibility we carry as a global organization to lead by example in the fight against climate change. Et vous l'avez dit, on espère quand même à l'horizon 2050 de toujours avoir des Jeux d'hiver et pourquoi pas en Suisse. Over the past years, the IOC set itself an ambitious target to reduce our corporate carbon footprint by 30% by 2024 as a milestone on the way to halving the emissions by 2030. We knew that to succeed, we had to reduce our own travel budget, as this was representing 70% of our carbon emission, and that was quite an achievement. We therefore reimagined the way that we collaborate. We optimized the frequency of our meetings, embraced video conferencing, and defined clear sustainable travel principles. Each department was given, as you mentioned before, a carbon budget, and we equipped our staff with tools to monitor their own travel-related expenses and emissions. These measures were not only just policies, they became also part of our culture, and as a Director General of this organization, it also had a significant financial impact,
did not do any unfavor to the project. The impact indeed has been profound. Between 2016 and 2019 baseline and the 21 and 24 baselines, we achieved a reduction by more than 60% in scope. This is a collective achievement made possible by the commitment of all our staff, our stakeholders, and further persons involved in the Olympic movement. But let me be clear, this achievement is not the finish line for us. It's a torch that we carry forward. The work we do with the Olympic Committee is central to the mission and also central to the Olympic Games. While we require every organizing committee of the Games to reduce carbon emission-related emissions, we stand alongside them to turn this ambition to reality, helping each edition push the boundaries of what responsibilities and forward-looking event delivery can achieve. And Paris 2024, in that respect, was a clear and shining example. Just as athletes inspire us and inspire the world through their dedication, the IOC seeks to inspire the Olympic and non-Olympic stakeholders to join us in this journey to reduce their own emissions, to take bold climate actions, and to show that sustainability and excellence can stand side by side. On behalf of the IOC, I thank you very much and thank 2050 Today for this recognition. I thank our staff, of course, and partners for their dedication. And I invite all the 2050 Today members to join us in this team effort, because only together we can protect our planet, the greatest arena we all share. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Director General. Now we'll move to the second award. It is an Engagement Award, and this award will recognize an institution that has developed some project or some initiative to engage precisely the staff. Why so? Because unfortunately climate change is affecting all of us, so we have all to participate. No one can be out of the game. There is no immunity, even for diplomats. Climate change is for all of us. So we'd like to recognize these initiatives, all over 2050 Today members, that can involve the staff, can allow all the collaborators to act together to have better practices, more sustainable. Because a lot of choices, as you might agree, are just your own choice. Even if we had the possibility, and I hope it will never be the case, to live in dictatorship, at the end, in your own house, you can still decide if you want to eat fish, meat, or vegetables. I imagine dictatorship will not be so cruel. So all these choices are our own choices, and so it's really important when the institution can engage the whole staff to be more sustainable, not only at work, but somehow also in everyday life. So tonight we have the same jury, have nominated 3 institutions. The first one that we'll discover now is a Permanent Mission of Mexico, and they have done something very interesting. They have decided on their own to create a handbook for sustainable practices for the whole staff, be it for food, for mobility, for energy. And not only they have created for their own mission, but they were somehow so proud that they said, why we send not it to the ministry in Mexico, and it worked, and so they have been able to distribute this handbook to the whole ministry in Mexico. Usually it's the other way around. You receive instructions, I know it as a diplomat, from the capital, never the other way around. But for the first time, the Permanent Mission did so. So I think they deserve an applause. The second institution that is recognized tonight is once again the International Labour Organization.
you see they are very active. So in addition to renovating the whole building, they have also organized what they call the Green ILO Week, where they invite all staff first to participate in the Bike to Work campaign. As you see, they had 20 teams with more than 70 participants, and they had also different seminars to promote precisely sustainability, also with a quiz, training, and so on. So they take care of the 1,000 plus staff. So they deserve also to be recognized. And finally, the third one is World Intellectual Property Organization. They also took care of their staff, and they created around also bicycles several days during spring, precisely to help the staff to move on more active mobility. And so this year they had more than 100 staff represented and participating in Bike to Work and different trainings around the bike in International Geneva. So congratulations to them as well. So now I have the great pleasure to invite on stage to give the prize and to explain in what it consists, this prize. It will be a really active mobility. I have the pleasure to invite Anna Borry and Daniel Vandenberg, the co-founders of Milou, for the distribution. Please. So, hello everyone. It's a pleasure to be here tonight amongst people who, like us, believe that the world can change and should change, as well as mobility. At Milo, we started with a very simple conviction. Urban mobility should feel empowering and not limiting. Cities are growing, commuting becomes crazy, and as you can see, the climate crisis is not waiting for us to catch up. So we wanted to create an alternative that's not only sustainable, but also enjoyable, a revolutionary e-bikes made in Geneva. We believe that if you give people a good mobility solution that's reliable and also fun, they will choose it and they will change their mobility. So hopefully every ride become a small step towards 2050, today's vision of zero emission. So it's an honor for us to support this award today. We actually give 3 prizes, and it's totally aligned actually with some of these initiatives. One will be 4 bikes to use for a couple of months, and the idea is, we did this actually with a couple of institutions already for the last 2-3 years. It's to provide bikes because we believe that it's really hard to make changes, and actually a lot of people say, oh, I want to change my mobility, but to spend a couple of thousands of dollars of Swiss francs and then to change your route and understand what it means to change your commute is actually very hard. So as bike manufacturers, we believe that if we give a little help and we lend some bikes to some companies and institutions, their employees or their communities can try it and then make this step. So this is one of the prize that you will benefit from few bikes, from 4 bikes for a couple of months. Another one is a day, of course, where we'll come and talk about mobility, share experiences about mobility. And last is 10 jackets. So we also know that with mobility, you have the challenge of safety. And it's something that's very dear to us, not just that to do a bike, but also to keep our riders safe. So we partnered with Save the Duck. It's an Italian brand made of recycled material. And we did this like fluo collection, so you can be and stylish, but also visible on the road. So you won 10 beautiful jackets of different colors. We have different colors, and you'll be able to select it. So with this, maybe because maybe I let Daniel announce this one. Yeah, and this one is a very special for me because I'm half Mexican, so there's a little bit of a... So the winner is the Mission Permanent of Mexico.
So we have the pleasure to invite the permanent representative of Mexico, Ambassador Francisca Mendez Escobar, please. So, I'm very excited. Thank you so much, Jean-Pierre, Vice Rector Stefan Berter, Nathalie Fontanut, State Councilor, Ambassador Lauber. Thank you for being here. It means a lot. And distinguished colleagues, dear friends, and members of the 2050 Today community. It is a true honor to receive this 2050 Today Engagement Award on behalf of the Permanent Mission of Mexico in Geneva. We are deeply grateful for this recognition. For us, it really means much more than an award. It's a reminder that every small action matters, and that together we can create real changes. I want to warmly thank you, the entire 25 Today team. Your work, your courage, and your positive spirit inspire us every day. You help us believe that sustainability is possible when we support each other. Thank you for building a community where we learn, improve, and take action step by step, but always forward. I also want to express my sincere gratitude to my colleague at the Mexican mission. Maru, my colleague, and her wife, Brenda, Lucia, who is here, and Miriam and Lily as well. And this award belongs to all of them, and it reflects their collectivity, their commitment, and the extra effort they put into bringing sustainability into our daily routines. The Best Practice Handbook, prepared in Spanish, English, and French, was born from that team spirit. It is simple, practical, and meant to show that everyone can contribute, each in their own way. At the mission, we truly believe that change becomes easier when we work together. When colleagues share ideas, help each other, and make sustainable part of our work culture, these actions stop feeling like obligation. They become habits and even moments of joy. And every small internal change strengthens our credibility in the multilateral arena, showing that we live the values we promote. Receiving this award motivates us to keep going, to do better, and to continue collaborating with all of you. We are convinced that only through cooperation, awareness, and constant dedication can we protect our planet and ensure a healthy and dignified future for the next generation, but also a dignified present for all of us who are here right now. Let me introduce Lele, this Mexican international doll, which is made by a Mexican indigenous woman group, because this year is Mexico has represented
the Year of the Indigenous Women. And with this award, we honor these women because they spend her life in work in a sustainable world. Once again, thank you to 2020 Today for this honor, and thank you to everyone here for your friendship, your support, and your commitment. Thank you very much. Très bien. Après la partie action, comme on vous l'avait dit, il est temps de passer à la partie réflexion. Et là, nous avons l'immense plaisir d'inviter celui que vous, toutes et tous, attendez. J'ai le plaisir d'inviter Maxime Blondeau à me rejoindre sur scène. Voilà. Alors, Maxime Blondeau est cosmographe. Vous allez découvrir avec lui ce que ça signifie. Il va vous le raconter. Il est aussi maître d'enseignement à Sciences Po Paris et à Mines Tech Paris. Il a publié récemment un magnifique livre. Je dis qu'il est magnifique parce que non seulement je l'aime, mais chaque jour je trouve qu'il est magnifique. Je ne regarde pas tous les jours, hein, soyons sincères, mais c'est vraiment un splendide ouvrage qui s'appelle Géoconscience. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul à trouver qu'il est très beau parce qu'il a gagné le prix Environnement cette année, 2025. Et vous pouvez le découvrir juste à la sortie. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Maxime Blondeau qui va nous faire toutes et tous réfléchir sur la place des nations. Maxime. Eh bien, Excellences, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, chers diplomates, étudiantes et étudiants, chers habitants de Genève, je dispose de 40 minutes pour accomplir une sorte de prouesse, vous partager un nouveau regard sur les nations. Et je compte bien réussir. Comme vous le savez, il se produit en ce moment, partout, une métamorphose rapide qui fascine autant qu'elle inquiète, un dérèglement des flux de la Terre, une accélération technologique et une crise des lieux. Et les signes de ces changements sont partout visibles. L'étoffe de la vie se rétrécit sous nos yeux. Sur tous les continents, les violences se mettent à séduire de nouveau. Et partout, nous perdons nos repères dans l'espace et le temps. Alors, dans ce contexte, on me donne maintenant l'occasion de poser ici une question dans la Cité de la Paix, Genève. Une question simple et peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Au fond, à quoi servent les nations ? Alors, certains répondront d'emblée, désabusés, qu'elles ne servent à rien. Évidemment, je crois qu'ils se trompent. D'autres diront que les nations, ce sont surtout les frontières, et qu'en fait, elles servent surtout à faire la guerre. Et elles ouvrent encore des plaies béantes sur nos frontières au moment où je parle, en ce moment même. Et elles mènent sans le vouloir une autre guerre, plus ancienne celle-ci, plus permanente, une guerre sans répit contre le vivant. D'autres considèrent, et je crois que beaucoup sont ici, que les nations sont au contraire les instruments de la liberté, de la justice et de la paix. Mais même si ceux-là ont raison, c'est en fait une réponse qui ne me satisfait pas vraiment. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on devrait pousser la question même encore plus loin. Nous tous, nous qui voyageons, qui commerçons, qui consommons les fruits de la terre, les citoyens des républiques, des monarchies, nous qui vivons, qui mourrons quelque part, nous qui chantons, qui vibrons sous les drapeaux, qui aimons le football, les Jeux olympiques, à quoi nous servent les nations ? Aux entreprises, aux corporations, aux puissances technologiques, celles et ceux qui transforment les lieux, qui jettent des ponts de métal entre les frontières, celles qui détruisent, celles qui soignent, aux vendeurs et aux acheteurs,
À quoi leur servent finalement les nations? Et puis, il y a les clergés et les gouvernements, ceux qui racontent notre passé, ceux qui administrent le présent, ceux qui dessinent l'avenir, ceux qui exacerbent les passions trop humaines, occultant parfois des dimensions entières de nos réalités, ignorant la présence des non-humains autour de nous, du monde végétal, du monde animal, du monde microbien. À quoi peuvent bien leur servir les nations? En fait, on devrait tous prendre une grande inspiration et se reposer la question. Et en le faisant, je m'expose peut-être au risque d'être traité plus tard, d'être catalogué comme un nationaliste ou comme un mondialiste, peu m'importe. Je suis là parce qu'on m'a fait confiance, merci pour ça, pour vous partager une vision, celle d'un homme en 2025, qui vit à l'extrémité ouest de l'Eurasie, en Bretagne, et qui porte un regard singulier sur l'espace et le temps. Alors depuis plusieurs années, je fonde mes actions et mes idées sur une science humaine très ancienne que j'essaye de raviver et qui s'appelle la cosmographie. La cosmographie, c'est un art qui n'existe plus vraiment, qui explore depuis des millénaires la relation entre le langage et l'univers. C'est une approche qui interroge les lieux par les récits, par les images et par la technologie. La cosmographie, littéralement, c'est un mot qui signifie « l'écriture de l'univers ». Alors c'est une idée qui peut sembler peut-être grandiloquente à première vue, mais en fait les humains la pratiquent depuis toujours. Depuis la préhistoire, on la pratique. On la pratique dès l'enfance, quand on dessine sur des feuilles blanches des paysages et des ciels en couleurs. On dessine l'univers. On la pratique quand on dessine des cartes au quotidien, quand on dessine des horloges. On la pratique tous les jours dans l'entreprise, en politique ou en religion, parce que nous avons besoin de donner un sens à notre action, nous avons besoin d'un imaginaire de l'espace et du temps. La cosmographie, c'est donc une manière d'interpréter le monde et d'agir, et de questionner ce que nous appelons le chaos et l'ordre du monde. Faire naître un récit commun par le mariage entre trois dimensions, le territoire, la technologie et l'imaginaire. Et c'est ça, en fait, la cosmographie, la rencontre entre territoire, technologie et imaginaire. Et c'est là qu'apparaît de nouveau la nation. Alors, d'illustres prédécesseurs, je vous partage ici une carte d'époque de la Ligue des Nations, qui s'est constituée ici à Genève. Et d'illustres prédécesseurs ont produit des textes ou des conférences lumineuses sur l'idée de nation. Je pense à Ernest Renan, bien sûr, au maître indien Tagore, à Hannah Arendt ou l'historien français Pascal Horry. Et si, comme eux, je cherchais à définir qu'est-ce qu'une nation, eh bien, je répondrais en fait que la nation, ce n'est pas seulement un territoire ou un corps, ce n'est pas seulement un outil ou une machine, ce n'est pas seulement une âme ou un esprit, c'est en fait la rencontre fertile entre les trois. Un territoire, une nation, c'est un territoire, c'est une technologie et c'est un imaginaire. Alors avec des pondérations qui varient dans le temps, bien sûr, plus ou moins de poids qui sont donnés à l'un ou à l'autre au rythme des aventures humaines. Car si l'histoire est un récit dans le temps, le territoire est un récit dans l'espace. En appliquant ma méthode à la nation, ou en fait plutôt aux nations au pluriel, je ne poserai pas sur elle un regard qui antagonise et qui oppose, je poserai plutôt sur elle un regard qui relie et qui compose. Une voix qui donne des repères, qui emboîte le pas d'une humanité millénaire, qui vient de loin et qui ouvre, si possible, un chemin sûr pour notre jeunesse. Et je pense à mes propres enfants quand je dis ça. Alors aujourd'hui, dans le hall du bâtiment, peut-être que certains l'ont vu, peut-être que certains sont passés trop vite, nous inaugurons une exposition pilote. C'est un exercice de cosmographie, en fait, de représentation de l'univers, de l'espace et du temps, que nous avons baptisé « Place des Nations ». C'est une pensée collective qui a pris la forme de 50 colonnes qui se dressent vers le ciel, 3 mètres de haut. C'est un peu quelque part entre le temple et l'Atlas,
Et chacune de ces faces donne à voir une des nations du monde. Ce dispositif a vocation à devenir itinérant sur les places publiques. Il ne s'est pas voulu comme un alignement de drapeaux, mais plutôt comme une carte, justement. Une orchestration symbolique de la manière dont toutes les nations peuvent se tenir fièrement côte à côte, car les nations appartiennent à un même lieu, à mi-chemin entre la terre et le ciel. Et bien justement, et ce sera le thème de ce discours, je crois que c'est ce qu'elles font, les nations humaines. En fait, elles jettent un pont entre la terre et le ciel. Alors nous savons bien que les nations participent à notre équilibre économique, mais on le dit moins, les nations participent aussi à notre équilibre cosmique, c'est-à-dire spirituel et psychologique, d'un côté, mais aussi matériel et physiologique, d'autre part. Or, c'est précisément cet équilibre-là, ce double équilibre qui est en train de se rompre entre la terre et le ciel. Là, je ne vous parle pas du tout de religion, attention. Je suis en train de parler de la relation physique, biologique, entre la terre et le ciel. Je vous parle d'énergie et de climat. Alors, entre la terre et le ciel, l'océan et les montagnes, notre habitat, notre monde, alors ça, c'est Place des Nations, j'ai oublié de cliquer. Notre monde, tel que vous voyez ici, notre monde océan, est en train de se dérégler. Et la vitesse fulgurante de l'évolution du climat en ce moment, eh bien, ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inflammation, une inflammation de la Terre. Il y a quelques millions d'années, vous le savez peut-être, les premiers arbres sont apparus pour aller nettoyer notre atmosphère qui était riche en carbone. Et les troncs se sont formés en absorbant le carbone du ciel. C'est comme ça que les arbres sont apparus. Il y a encore quelques siècles, le carbone, qui était l'héritage de ces troncs d'arbres, de ces milliards de troncs d'arbres sur des millions d'années, était encore enfoui sous la terre. Eh bien, où est-il aujourd'hui ? Il flotte aujourd'hui dans le ciel. Et il obscurcit l'avenir. Alors, la figure de l'arbre, pour moi, ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité bien physique, une réalité biologique, c'est un pont bien vivant, un catalyseur, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Mais physiquement, qu'est-ce qui relie la terre et le ciel, justement ? Eh bien, c'est l'eau. Et l'eau du monde aujourd'hui, l'eau n'est plus très claire. L'Université de Stockholm vient de démontrer que les polluants éternels sont désormais présents dans la pluie partout sur la Terre. En 2025, les cycles de l'eau, les petits et les grands, sont si perturbés qu'il est maintenant recommandé de ne plus boire l'eau du ciel. Nous ne pouvons plus boire l'eau qui tombe du ciel. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Qu'est-ce que les humains ont construit qui ont causé tant de tort, au nom de Dieu parfois, au nom de l'être suprême, au nom de la justice, au nom de la liberté ? Eh bien, je crois que précisément les nations font partie du problème. Les nations sont, dans notre univers, comme toute technologie en fait, les nations sont ce que les Grecs appelaient un pharmakon. Un pharmakon, c'est un concept qui désigne à la fois un remède et un poison, une substance dont l'effet dépend du contexte, de l'intention et surtout de la dose. Un pharmakon, comme tout médicament, c'est quelque chose qui peut guérir, mais à une certaine dose peut corrompre. C'est quelque chose qui peut soigner et qui peut détruire, car tout dépend de son usage. Et c'est là qu'on revient à la question initiale, à quoi servent les nations ? Si les nations sont un soin, alors il faut les défendre. Et si les nations sont un poison, alors il faut les combattre. À l'horizon, nous le sentons tous, une tempête est en train de se lever. Le Global Center for Climate Mobility, par exemple, rattaché à l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé ce chiffre hallucinant, que nous n'avons pas encore tous bien intégré, je pense, d'1 milliard de déplacés climatiques avant 2050.
1 milliard de déplacés climatiques avant 2050. Dans ce contexte de métamorphose des lieux, des liens, des identités, parce qu'il va y avoir un paquet d'exilés, eh bien, nous devons absolument repenser les nations comme un chemin pour soigner notre relation à l'autre et pour soigner notre relation au monde. Comme tout être, comme toute histoire, comme tout instrument, les nations ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Quoi qu'on en dise, je crois qu'elles demeureront, qu'elles le resteront pour un moment, l'un des principaux moteurs de l'histoire. Alors maintenant, je vais vous partager en 10 minutes ce qu'en 10 ans de réflexion, de lecture, de rencontres, j'ai compris de la perception humaine du territoire et comment nous pouvons appliquer précisément cette approche, que j'appelle cosmographique, aux nations et à leur avenir. La relation entre l'humanité et son territoire se construit, vous le savez, depuis toujours sur des récits fondateurs, sur des histoires que nous partageons, parfois très anciens, des mythes à la résonance fabuleuse. Ce sont des récits de création de l'univers qu'on appelle des cosmogonies. La plupart d'entre vous ont sans doute entendu ce terme. Des récits de création de la vie, ce qu'on appelle parfois des cosmovisions, c'est-à-dire des visions de l'univers. Eh bien, ces logiciels culturels, on croit qu'on y échappe. Ce graphisme collectif, on croit que nous en sommes exemptés, mais nous n'y échappons pas, nous non plus, dans notre époque. Toutes les civilisations de tout temps produisent leur propre vision de l'univers. Et on peut prendre par exemple ici une vision qui a été partagée par les populations et les sociétés scandinaves, les Vikings, qui se représentaient un axe du monde qui reliait précisément la terre et le ciel, un arbre qui s'appelait Yggdrasil, et qui composait un monde supérieur et un monde inférieur. Eh bien, cette vision du monde avait un impact sur le développement religieux, bien sûr, mais aussi sur les formes de l'urbanisme, mais aussi sur le commerce, mais aussi sur le développement militaire. En fait, ça avait un impact très concret sur l'organisation des sociétés, au sens physique et matériel. Mais c'est valable aussi dans un monde plus proche de nous, le monde chrétien de Dante, par exemple, à droite, où on voit s'enchaîner des cercles concentriques d'enfer et de paradis qui nous mènent jusqu'au 7e ciel, une expression qu'on utilise encore en français, peut-être dans d'autres langues. Et puis, il existe aussi des récits identitaires, c'est-à-dire des mythes fondateurs d'appartenance ou de coexistence, qui, lorsqu'ils s'appliquent à la nation, prennent le nom parfois de romans nationaux. Toutes les sociétés, en fait, ont besoin de comprendre l'origine de la vie autour d'eux, d'articuler les puissances de la terre et du ciel, et de définir la juste place des êtres dans l'espace et le temps. On se demande très jeune, moi j'ai 2 enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans, et qui déjà commencent à se poser des questions d'ordre cosmographique. Pourquoi est-ce qu'il y a la Lune? Pourquoi est-ce qu'il y a la forêt? Qui a inventé la vie? Comment est organisé finalement l'univers? Et d'où est-ce que je viens? Toutes ces questions, dans toute la diversité des peuples et des cultures, eh bien, peuvent être distinguées en 3 grandes catégories de récits. Le premier est celui qu'on pourrait appeler le mythe de l'émergence, c'est-à-dire un mythe qui raconte la création de la vie comme venant de la Terre elle-même, venant du monde lui-même. C'est le mythe de l'œuf cosmique, par exemple, qu'on retrouve partout, de l'émergence océanique, c'est-à-dire que la vie sort de l'océan, ou les mythes qui utilisent des métaphores végétales et animales, c'est-à-dire que c'est l'idée que la vie vient du sol, qu'elle émerge d'un corps, qu'elle est en fait immanente. C'est le mot qu'on emploie. C'est une représentation, vous le remarquerez peut-être, qui est empreinte d'un caractère très féminin, parce que l'humanité y reconnaît sans doute les gestes de sa propre venue au monde. C'est donc un premier mythe, une première forme de mythe qui affirme que la vie naît de la terre. Mais il y a une deuxième catégorie de mythes, un deuxième schéma pour expliquer l'origine de la vie. C'est le mythe du ciel. C'est un mythe de la transcendance, par opposition à l'immanence. Cette fois, on n'est plus sur l'idée que la vie a été créée par le monde lui-même, qu'elle en émerge,
Mais on est sur l'idée que la vie a été apportée de l'extérieur par un créateur. Une puissance transcendante, un semeur qui est venu du ciel pour apporter la vie sur la terre. Ce sont les figures, par exemple, de l'oiseau tonnerre, qu'on va retrouver sur plusieurs continents, ou les figures plus classiques du Dieu céleste, armé de sa foudre, ou tout simplement du créateur de l'univers. Et puis enfin, il y a un troisième cadre de pensée de l'origine de la vie, c'est le mythe qu'on appelle en anthropologie religieuse le mythe du plongeur cosmique. C'est un mythe qui est une représentation qui articule une représentation cyclique de la création de la vie. C'est-à-dire un univers qui est pensé non pas comme une émergence ou comme une transcendance, mais comme un cycle récurrent qui peut être binaire ou ternaire, comme un plongeur qui prend appui sur la terre, qui monte vers le ciel, qui s'élève et puis qui redescend pour atterrir. Dans ce modèle, souvent les dieux et les humains doivent trouver leur juste place afin de maintenir l'harmonie, la paix et la résonance de l'univers. Après l'émergence, la transcendance, la troisième lecture de l'origine de la vie, c'est la résonance. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ces trois visions, sur ces trois mythes, ces trois récits de création de la vie ? Eh bien parce que j'y lis non seulement le chemin de notre conscience collective du territoire, mais j'y lis aussi le chemin des nations. Le mot « nation » vient du mot « naître », en latin, « nascor ». La nation, c'est ce qui naît, littéralement. Chez les Romains, qui ont été les premiers à utiliser ce terme, le mot « nation » désignait les peuples qui étaient issus d'une même terre et d'une même matrice culturelle. Le mot « nation » était très proche du mot « nature ». En fait, c'était une vision de l'émergence, la création de la vie par la terre elle-même. En France, et j'ai été surpris d'apprendre ça, au XIIIe siècle, les nations désignaient encore, dans la Sorbonne, dans les universités, les groupes d'étudiants qui venaient de Bourgogne, de Picardie, de Champagne. C'était les nations étudiantes. Et en fait, c'est encore dans ce sens qu'on utilise le mot en Amérique du Nord, par exemple, quand on parle des Premières Nations, pour désigner les peuples autochtones, ou en Chine, quand on parle des dizaines de nations, pour désigner les minorités ethniques. C'est une première représentation de la nation, celle qui émerge. Mais il existe des visions plus transcendantes qui sont imposées aussi dans l'histoire par la voie, cette fois-ci, plutôt des religions du ciel, les religions du livre, par exemple, judaïsme, christianisme, islam, et puis par les États-nations. Les États-nations, dès 1658 au XVIIe siècle, quand les traités de Westphalie ont engendré le premier État-nation, peut-être que certains ne le savent pas, ce sont les Provinces-Unies qui sont devenues les Pays-Bas modernes, eh bien, une nouvelle organisation de l'espace est née, une sorte de transcendance qui a justifié un acte normatif, un texte de loi, un acte qui a consisté en l'organisation juridique d'un système technique, d'une technologie qui a rencontré un peuple et un territoire. Mais parfois, l'esprit de cette émergence dont on parle, la nation qui émerge, a ressurgi dans l'histoire, et elle continue à le faire comme une espèce de bulle qui éclate, comme une vague ou comme un tremblement de terre parfois. Ce sont les séparatismes, ce sont les velléités d'émancipation, les nationalismes ethniques, les nationalismes culturels. Dans un texte de 1917, l'historien italien Guglielmo Ferrero, un texte qui m'a longtemps fasciné sur le germanisme et le latinisme, a proposé la théorie d'une oscillation historique dans toutes les civilisations entre un idéal de puissance et un idéal d'harmonie, et que toutes les civilisations y passent. Alors souvent, nous, tout le monde le fait, on a le réflexe d'associer aux nations l'idéal de puissance, justement. Mais en réalité, les voies de l'harmonie germent aussi partout dans les nations du monde. Et je crois qu'il devient justement urgent d'aller le chercher là où il se trouve. Les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, au moins autant que l'Occident, sont porteurs de projets universels. Eux aussi, dans leur histoire, dans leur construction,
il porte une certaine vision du cosmos qu'il serait sans doute bon d'intégrer dans notre projet d'ordre du monde. Ça peut être par exemple le Tianxia chinois, qui signifie justement « sous un seul ciel », et qui se pense comme une quête d'harmonie, un cosmos politique et moral, un ordre du monde qui est fondé par exemple sur la piété filiale, mais précisément sur la relation entre la terre et le ciel. C'est une vision qui présente des déséquilibres, bien sûr, aussi, comme celle de l'Occident, peut-être pas entre la terre et le ciel, mais entre le centre et la périphérie, par exemple. On pourrait en parler longtemps. Il y a aussi, par exemple, l'Ubuntu africain, que certains peut-être ne connaissent pas, qui est une forme de philosophie relationnelle qui fonde une dignité humaine partagée, une sorte d'interdépendance de l'humanité fondée sur la compassion, sur la réciprocité, et qui, d'une certaine manière, pose la question de l'être, de sa juste place dans le cosmos. Il y a par exemple les croyances américaines des populations indigènes, le buen vivir des Amériques, la Pachamama, tout ce qui est hérité des cosmovisions précolombiennes, qui pensent l'univers comme un réseau vivant, tissé de relations, dans lequel l'harmonie finalement prime sur la croissance. Il y a le dharma indien aussi, qui est un universalisme qui commence dans la conscience, qui invite à la transformation du monde par la transformation de soi. En fait, je pourrais continuer jusqu'au petit matin comme ça, puisque je vois dans les nations humaines un inventaire d'une richesse inouïe. Toutes les sagesses qui peuvent s'exprimer par les nations humaines, pour moi, devraient sans doute se manifester dans la construction de l'ordre mondial. Et peut-être que le moment viendra où les nations se rassembleront autour d'un acte politique, une constitution terrestre peut-être un jour, portée par un récit fondateur qui célèbre l'unité et la diversité humaine, confiante, pacifiée, apaisée. Mais peut-être que pour faire la paix entre elles, les nations doivent d'abord faire la paix avec le vivant. Peut-être qu'elles doivent faire la paix avec l'univers d'abord. Et si la construction de l'unité planétaire ne relève pas seulement de la parole, elle relève en fait de l'autre dimension, celle que j'évoquais au début de cette intervention, je veux parler de la technologie. Le dharma indien. À celui qui s'intéresse à l'anthropologie des sciences et des techniques, comme je l'ai fait pendant plusieurs années, c'est-à-dire quand on étudie la relation de l'humanité avec la technologie, il nous apparaît rapidement que les technologies, depuis l'invention du feu, des transports, de l'habitat, des armes, du smartphone, en fait, les technologies modifient en profondeur, précisément, notre perception de l'espace et du temps. Et par là même, elles jouent un rôle qui est en fait fondamental dans notre perception du territoire, dans le récit que l'on se fait du monde que l'on habite, et donc la construction du regard que nous posons sur l'histoire, sur l'espace et le temps. Alors en 5 minutes, je vais essayer de balayer toute l'histoire de la perception humaine du territoire. Vous le savez peut-être, la préhistoire se découpe en 2 grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Au paléolithique, pendant des millions d'années, notre vision du monde était celle de nomades, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. On vivait de prédation, à l'écoute des astres, à l'écoute du ciel, du monde végétal et des migrations animales. À ce moment-là, notre interaction avec l'univers était précisément mobile, exploratoire. On avait les yeux rivés vers l'horizon, et les figures du pouvoir, justement, étaient surtout animales et féminines. On a retrouvé des sculptures de la terre-mère, des mers nourricières, à travers tout le paléolithique, enfin surtout la dernière partie du paléolithique. Et puis au sortir, donc on vivait comme des nomades, et c'est encore le cas, il y a 1% de la population humaine aujourd'hui qui est encore nomade, ça représente des dizaines de millions de personnes. Et puis il y a 12 000 ans, s'est produit une révolution. Notre vision du monde a évolué progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour, qu'on appelle la révolution néolithique. C'est-à-dire que c'est une mutation cosmologique, une mutation de notre récit de l'univers qui s'est produit il y a 12 000 ans, si pervasive, c'est-à-dire qu'elle a agi sur tous les aspects de notre vie et de nos sociétés, si pervasive et si totale qu'elle a recomposé notre rapport à l'univers. Alors on sait où ça s'est passé sans doute au sud de la Turquie, au nord de la Syrie,
sur un site qui s'appelle la Colline Ventrue, Göbekli Tepe, où des groupes humains ont cessé d'être nomades pour la première fois pour se sédentariser. En fait, pour la première fois, des humains se sont attachés à une terre. Ces sociétés ont produit des récits et des systèmes techniques inédits qu'on est en train de découvrir chaque mois. Les archéologues découvrent que ce lieu était en fait une sorte de mégalopole de la préhistoire, toute proportion gardée puisqu'on était moins nombreux. Mais c'est un site extraordinaire qui non seulement est le lieu où nous avons inventé l'agriculture, mais qui est aussi le lieu où nous avons bâti le plus ancien temple religieux de l'histoire de l'humanité, qu'on voit ici en bas à gauche. Le site de Göbekli Tepe, c'est des stèles de 5 mètres de haut, immenses, qui ont été construites 10 000 ans avant les grandes pyramides. Ce qui est né à ce moment-là, en fait, c'est la puissance technique. On a appris à ce moment-là, collectivement, et pendant des siècles, on a découvert que les humains se sont mis à domestiquer les céréales sauvages pour pouvoir inventer l'agriculture. À ce moment-là, nous avons organisé notre puissance pour imposer notre volonté sur la terre, sur les végétaux, sur les animaux. Avec l'agriculture est née ensuite l'architecture. On a levé des pierres, comme pour relier précisément la terre et le ciel, comme pour manifester cette transcendance nouvelle après des millions d'années d'émergence. Alors moi, personnellement, je vis dans une région, sud de la Bretagne, où je vis littéralement entouré par des dizaines de milliers de mégalithes qui viennent cet été d'être reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO, des dizaines de milliers de mégalithes dont la signification reste inconnue, mystérieuse. Eh bien, moi je fais partie, et je ne suis pas le seul, de ceux qui pensent que ces mégalithes existent pour une raison très simple. Elles pourraient être l'héritage, le vestige de ces sociétés nomades qui sont devenues sédentaires, au moment où ces peuples ont reconfiguré précisément leur vision du ciel et de la terre. Alors qu'est-ce qui distingue les sociétés nomades des sociétés sédentaires ? Eh bien, c'est surtout la perception du sol. C'est surtout le récit qu'on fait de la terre. Avec la sédentarisation est venue l'agriculture, puis l'urbanisation. Ce qui a changé entre la période nomade et la période sédentaire, c'est l'usage et l'occupation des sols. Et en conséquence, eh bien, le récit de la valeur a changé. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Où se trouvent les richesses ? En développant l'idée que la richesse se trouve sous nos pieds, dans la terre, eh bien, on développe une vision plus verticale de l'univers. Après des millions d'années de vision horizontale, les yeux braqués sur l'horizon, nous commençons à développer une vision verticale de l'univers. C'est le récit du semeur, c'est le récit de la transcendance, c'est le récit du Dieu créateur, une vision beaucoup plus masculine. Et quand on a développé cette approche de la transcendance technologique, on est devenu producteur, on a domestiqué le vivant, on s'est mis à contrôler le végétal et l'animal, et puis avec l'industrie minière, on s'est mis à extraire les richesses des entrailles de la terre. Et comme on se déplaçait de moins en moins, parce qu'on n'était plus limité par un sac à dos quand on se déplaçait, eh bien, on s'est mis à accumuler de plus en plus d'objets, de plus en plus de biens. Et ce désir de posséder des biens a alimenté à son tour le désir de produire de plus en plus, ce qui, appliqué à la puissance technologique sur les entrailles de la Terre, porte le nom d'extractivisme. Et il y a 12 000 ans, l'humanité a commencé à développer une vision de l'univers extractiviste. Nous allons extraire la valeur et la richesse dans l'univers, de l'univers. Et est-ce qu'on est sorti du néolithique ? Est-ce que ça fait 12 000 ans ? Est-ce que depuis 12 000 ans, on est sorti du néolithique ? Ma réponse est non. Ça fait 12 000 ans qu'on est au néolithique. Et en réalité, quand on regarde bien cet état d'esprit préhistorique, archaïque, celui d'une prédation technologique, eh bien cet état d'esprit s'est même plutôt imposé et diffusé à la majorité des peuples et des nations du monde. Pendant la Renaissance, les développements du rationalisme et de la science moderne ont certes permis à l'individu de s'émanciper, mais ce premier humanisme, celui des droits humains, s'est aussi accompagné d'une sorte d'esprit de domination de l'humanité sur l'univers. C'est-à-dire qu'on a placé l'humain tout en haut de l'échelle
de la hiérarchie de l'univers. Et nul n'est sans doute plus éloquent à ce titre, et c'est peut-être une phrase qui vous choquera, que Francis Bacon, au XVIe siècle, qui écrivait « La nature sauvage est une femme publique, la nature sauvage est une prostituée. Il faut la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs. » C'est l'état d'esprit néolithique dont je parle, tout est là. Une sorte de vision transcendante, celle du semeur, une vision viriliste, où la nature est un objet qu'on domine plutôt qu'un milieu qui nous soigne. Et quand on regarde bien cet état d'esprit, il est partout, il est toujours là. Il est autour de nous. Il court dans les bilans des entreprises, dans l'économie, dans les comptes de résultats, dans les lois de finances. En 1928, la personne qui est à droite, Jean-Baptiste Say, 1828, dans son cours complet d'économie politique, Jean-Baptiste Say, c'est quelqu'un qui a largement contribué à poser les bases de l'économie moderne. C'est un peu le Adam Smith français. Eh bien, il a affirmé sans trembler, en 1828, que les richesses naturelles sont inépuisables, qu'elles ne peuvent être ni multipliées ni épuisées, et donc, en conséquence, elles ne relèveront pas des sciences économiques. Alors, ça peut paraître complètement fou en 2025, cette phrase, qui paraît insensée, mais quand on regarde bien, dans nos tableurs Excel, dans nos PowerPoint, dans nos politiques publiques, dans nos lois, eh bien, on a encore du mal à penser des comptabilités alternatives, c'est-à-dire des logiciels numériques qui pensent notre relation à l'univers de façon différente, qui intègrent le fait que nous sommes en train d'épuiser la Terre. Et comment ça se manifeste ? Eh bien, ça se manifeste par le fait que les sols que nous foulons, eh bien, nous les croyons infinis, alors que pas du tout. Les sols ne sont pas du tout une ressource renouvelable. Les sols, ça naît de la rencontre entre la roche-mère et des micro-organismes qui viennent ensemble générer 1 centimètre tous les 10 000 ans des sols. C'est la rencontre entre le géo et le bio, entre la terre et le vivant. C'est comme ça que naissent les sols. Eh bien, aujourd'hui, parce que nous lui imposons notre puissance technique, aujourd'hui, les sols disparaissent 10 fois plus vite qu'ils ne se régénèrent. Nos sols sont en voie de disparition. Voilà pourquoi, pour moi, il est urgent, il est nécessaire de sortir vite du néolithique. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que c'est précisément ce qui est en train de se passer. En 1909, l'humanité a planté son drapeau au pôle Nord pour la première fois. En 1911, l'humanité a planté son drapeau pour la première fois au pôle Sud. À ce moment-là, le poète français Paul Valéry, dans son ouvrage « Regard sur le monde actuel », que je recommande à tout le monde, annonce un immense changement de paradigme. Il écrit « Le temps du monde fini commence ». Ce qui veut dire, c'est que, au moment où, en 1914, les frontières se précisent, c'est à ce moment-là que le système international des passeports se met en place, à ce moment-là, Paul Valéry, en un seul texte, anticipe les formes nouvelles de la mondialisation qui vont devenir le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est 2 guerres mondiales. Et à Genève, c'est la Société des Nations, c'est les Nations Unies. Et puis en 1972, avec le premier sommet de la Terre à Stockholm, le rapport Meadows du Club de Rome, l'humanité a pris conscience des limites planétaires et elle a pris en photo pour la première fois son propre monde, une manifestation cosmographique. C'est Blue Marble, c'est la première photo de la Terre que l'humanité a pu contempler. C'est un moment symbolique, il y a 50 ans seulement. En fait, au bout de millions d'années d'émergence, après 12 000 ans de transcendance, pour la première fois s'est manifestée en image la conscience planétaire. Bien sûr, elle existait en germe depuis des décennies, peut-être depuis des siècles aussi, mais elle s'est manifestée aux yeux du grand public. Blue Marble est l'une des photos, peut-être la photo la plus partagée de l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, ça ne s'est pas accompagné que de bonnes nouvelles, cette conscience planétaire, puisque nous avons pris alors conscience de l'état réel du monde. On est seulement quelques décennies après le choc de la bombe atomique, eh bien on réalise à quel point notre emprise technique, possiblement, est en capacité de détruire l'équilibre du monde. Alors, dès les années 70, 73, c'est aussi le choc pétrolier, c'est un retournement, les mouvements de relocalisation se développent,
des récits qui opposent le global et le local, qui appellent à atterrir, à renouveler le contact avec les sols, qui apprennent à réactiver les identités, les traditions, les savoir-faire, les bassins culinaires en Italie et en France, le retour aux produits locaux. Et en fait, à partir de là, depuis 30 ans, 40 ans, une polarisation est en train de s'accentuer. La polarisation des tenants du local contre les tenants du global. Et en 2025, à mon avis, on se trouve précisément dans l'œil du cyclone. Je crois qu'on arrivera à rentrer dans un nouvel âge, le troisième âge, celui qui suivra le néolithique, au moment où on aura réussi à réconcilier les deux, à réconcilier le global et le local, l'universel et le particulier, la terre et le ciel. Alors la métamorphose qui vient, c'est celle-là, c'est celle de notre relation au lieu, c'est une métamorphose qu'il ne faut pas craindre, moi je pense qu'il faut plutôt l'accueillir avec lucidité et confiance, mais c'est vrai que beaucoup ont à perdre dans cette transition. Ceux qui ont à perdre, ce sont les puissances héritières du néolithique, ceux qui continuent à gagner de la prédation technologique. Ce sont ceux qui creusent les fossés aujourd'hui, ce sont ceux qui polarisent, ce sont ceux qui excitent les passions, ce sont ceux qui divisent pour mieux régner. Valérie écrivait, dans le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Le temps du monde fini commence. Nous devons désormais rapporter à tous les phénomènes politiques cette condition universelle récente, chacun d'eux représentant soit une obéissance, soit une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. » Alors à quoi servent les nations ? Eh bien pour moi, elles servent à choisir. Elles servent à choisir ensemble. On a 3 options devant nous. Soit on retourne au paléolithique, c'est-à-dire qu'on arrête, on débranche la puissance technologique, on coupe le courant, on se replie, on se renferme, et dans ce silence, on essaye de réécouter le monde. C'est une option. Je connais un paquet de personnes qui font la promotion de cette voie. Deuxième option, on reste au néolithique, on continue. J'allais dire, on serre les fesses. On poursuit notre marche en avant. Mais peut-être qu'après la Terre, eh bien, on va se tourner vers l'océan, on va se tourner vers la Lune, on va se tourner vers l'espace. On sera toujours mu par cette espèce d'appétit insatiable, cette espèce de voracité. Est-ce qu'on survivra à cette voracité ? Mais il existe, à mon avis, une 3e voie. C'est la voie d'un nouvel âge qui n'existe pas encore, mais qui est déjà en germe partout. C'est la voie d'un regard systémique, d'une vision du monde qui est à la fois cyclique, dynamique, intégrale. C'est une vision qui réconcilie le global et le local, qui réconcilie l'universel et le particulier. C'est la vision de la résonance. On a besoin, pour qu'elle se manifeste, non seulement de soigner la terre et le ciel, mais aussi de les construire par des récits fondateurs et par un usage éthique et raisonné des technologies. Parce qu'il faut être lucide, nous allons entrer dans un contexte où les mutations du territoire vont être plus rapides que les mutations de la société. Et dans ce contexte, eh bien, ne rien faire, c'est choisir le néolithique. Et tout indique que ces puissances, là, dont on parlait tout à l'heure, les puissances des prédateurs religieux, puissances des politiques, les puissances politiques, les puissances technologiques, qui ont intérêt à diviser l'humanité pour mieux régner, eh bien tout indique que l'un de leurs outils, c'est précisément ce qu'on appelle le nationalisme. Parce que le nationalisme, c'est le meilleur moyen d'affaiblir les nations. Pour moi, le nationalisme, c'est l'ennemi des nations. Le nationalisme, en fait, il sert des puissances qui œuvrent à la disparition des nations. Pourtant, c'est vrai, il est aussi important, urgent même, de raconter les peuples de nouveau, de produire les récits d'émergence dont on parlait, de réconcilier les nations et de raconter tout ce qu'elles peuvent offrir au monde, parce que la nation, c'est ce qui naît. Mais l'ordre du monde de demain ne doit pas occulter l'impératif de réguler par le droit, par l'éducation et par la norme, cette puissance technologique colossale. Celle qui transforme et qui vide les territoires aujourd'hui, mais aussi, et c'est tout aussi urgent, celle qui transforme et qui vide les esprits.
Au bout de 12 000 ans de néolithique, la puissance technologique humaine est devenue colossale, mais même à l'échelle de l'univers. Dans l'univers, les astrophysiciens n'ont jamais découvert une puissance d'entropie, ça veut dire une puissance de capacité à générer du chaos avec la matière, aussi puissante que l'humanité. Un être humain égrène, par sa puissance technologique, de l'énergie avec une efficacité qui est 200 000 fois supérieure à notre Soleil. C'est-à-dire que si un être humain faisait la masse du Soleil, il rayonnerait 200 000 fois plus. Eh bien, cette technologie... Ah, il me manque ma conclusion. Ah non, je l'ai là. Eh bien, cette technologie, justement... Si, quand même. Page 22. Cette technologie, elle est en train de nous couper de la réalité, elle est en train de nous couper de nos propres sens. On est en train d'oublier la pluie dans la montagne, on est en train d'oublier l'odeur des forêts, on est en train d'oublier le vent sur la mer. En fait, cette technologie, elle est en train de nous couper de notre propre réalité. Et si je vous partage cette vision singulière de l'espace et du temps et des nations, ben c'est peut-être parce que moi-même, je suis né, comme vous, dans un moment charnière, un moment de paix, un moment privilégié. Personnellement, j'ai reçu de mes parents une part égale de ciel et de terre, du monde rural et du monde marin. Je me vois parfois un peu dans mon travail comme un trait d'union entre le monde rural et le monde urbain, entre l'Orient et l'Occident, entre ici et partout finalement. Et j'ai grandi avec l'idée, on m'a éduqué avec l'idée que le monde dans lequel on vit est une possibilité, c'est un potentiel. C'est la promesse d'une aventure. C'est en fait une infinie richesse dans un enclos fragile où tout est lié. Alors c'est peut-être pour ça que je veux croire que les nations sont un trait d'union. Ce sont des mégalithes, quelque part, qui sont dressés vers le ciel pour nous aider à trouver notre juste place dans l'univers. Le nouvel humanisme, celui qui répond au premier humanisme, pour moi, ce ne doit plus être celui qui place l'humanité au centre de toute l'attention. C'est celui qui croit plutôt en notre capacité à changer, notre capacité à apprendre, à évoluer, notre capacité à trouver notre juste place entre la terre et le ciel. Pour le faire, il faudra penser le territoire non plus comme un objet, mais comme un sujet. Il faudra penser non plus le territoire comme un outil, mais comme un milieu. Il faudra penser non plus le territoire comme un stock, mais comme un flux. C'est de cette façon seulement qu'on sortira du néolithique et qu'on amènera ce nouvel âge, ce qui passe par un nouveau regard sur les nations. Et j'y crois, parce que c'est déjà tout en germe dans les entreprises, dans les gouvernements, les organisations internationales que j'ai déjà l'occasion de le fréquenter. Et le fait que nous soyons réunis ici le montre. Le fait que la semaine du climat existe à Genève le montre. Je crois que l'humanisme, c'est ne pas cesser de croire en l'humanité. Ce n'est pas placer l'humanité sur un piédestal, mais c'est ne pas cesser de croire en elle. Parce que je crois qu'on est capable de tout, et y compris du meilleur. Alors, à vous, messieurs, dames, qui représentez les nations, à vous qui représentez l'avenir, chers étudiants, à vous qui habitez ici, dans la Cité de la Paix à Genève, eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment à Maxime Blondeau pour cette, tout d'abord, rétrospective. Je crois qu'il nous a fait renaître d'une certaine manière en nous remettant à l'essentiel d'où on vient. Et merci aussi d'avoir offert une perspective en traçant une voie qui est toute naturelle, oserais-je dire, à Genève, une voie de paix, de conciliation et de solidarité. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, comme on a beaucoup avancé dans le temps, je vais vous proposer de ne pas prendre de questions maintenant, mais vous aurez tout le loisir de poser des questions à Maxime tout à l'heure durant la réception et de passer à la troisième partie, à savoir le partage, qui sera physique tout à l'heure en haut,
mais qu'on vous propose déjà de partager ici avec l'exposition que nous allons inaugurer dans quelques instants. Je te laisse raconter. Donc on va vous introduire un petit peu, parce qu'en fait c'est une exposition où on fait réfléchir. Avec Maxime Blondeau, on vous invite à se repenser. Donc forcément, on doit vous raconter plein de choses. Donc on va vous épargner tous les panneaux explicatifs qui se trouvent en haut. Vous pouvez les lire à volonté autant que vous voulez. Et en 2-3 images, on va vous donner un petit peu le concept de cette exposition à laquelle on espère que vous participerez tous, parce que cette exposition, en fait, c'est vous. C'est les nations. C'est un projet coopératif où chacun pourra faire entendre sa voix, ses idées et son projet pour aller tous ensemble. Donc je redonne la parole à Maxime pour vous présenter brièvement ça, et après Monsieur le maire va inaugurer ici l'exposition, parce que c'est plus facile de vous avoir ici pour mieux entendre aussi ce qu'il va nous dire, et après physiquement on va aller couper le ruban de l'exposition. Maxime. Merci, alors je vais essayer d'être vraiment rapide. Alors ça c'est mon bouquin, vous pourrez le retrouver en haut. Alors, Place des Nations, pour ceux qui n'ont pas du tout vu de quoi il s'agit, ça ressemble un peu au mégalithe dont je parlais tout à l'heure. Ce sont 50 colonnes de 3 mètres de haut qui vont représenter toutes les nations dans une scénographie immersive qui a vocation à aller sur la Place des Nations devant le Palais des Nations Unies. Ce que vous voyez là avec les couleurs, c'est la représentation des continents. Vous voyez l'Amérique en rouge, l'Afrique en orange, l'Europe en vert, l'Asie en jaune et l'Océanie tout au fond à droite et tout en bas à gauche. En bleu. Et en fait, c'est l'idée de représenter dans l'espace une carte du monde dans laquelle on peut se balader de façon immersive. Donc l'idée, l'inspiration, c'est un temple et un atlas. Et le contenu, les textes, c'est l'idée de traiter la façon dont, de manière particulière, les enjeux des changements climatiques, de la biodiversité et des pressions sur les écosystèmes se manifestent dans chaque nation. Parce que c'est évidemment différent dans chaque nation, et en même temps, traiter la notion d'adaptation globale face à un enjeu qui est commun, celui des dérèglements climatiques. C'est pour le contenu. Et la forme, eh bien, ce sont des colonnes qui présentent soit des photos, alors il y a des photos satellites, il y a des photos aériennes, celles de Yann Arthus Bertrand, il y a des photos qui sont prises au sol, des photos de nature, il y a des cartes qui sont produites par des éditeurs américains, européens, des photos satellites qui sont produites par des satellites américains, européens. Il y a des peintures aussi. La Suisse, c'est une peinture, vous pourrez la trouver. Et l'idée, c'est d'aller créer dans ce dispositif un certain nombre d'itinéraires, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer l'itinéraire des pôles, l'itinéraire de la biodiversité, l'itinéraire de la désertification, l'itinéraire des forêts pluviales. On va pouvoir raconter de façon pédagogique une nouvelle manière de comprendre les enjeux globaux, tout en célébrant la diversité des nations. Voilà le projet. Et donc là, vous avez un petit échantillon là-haut, avec 27 colonnes sur les 200, puisqu'il y a 195 nations auxquelles nous allons rajouter les 5 océans. Voilà pour moi. Donc bravo, c'est un projet collectif dont l'idée a germé il y a à peu près 6 mois. Et en 6 mois, toute une équipe a travaillé à la conception, direction artistique, 2050 Today, la faisabilité de ce projet, qui est la ville de Genève, l'université de Genève. Donc c'est un projet collectif. Voilà. Merci Maxime. Donc c'est un projet en devenir, comme vous allez pouvoir le comprendre, parce qu'il y en a, comme vous l'avez dit, il n'y en a que 28 sur les 195 qui nous attendent. Donc on aura besoin évidemment de tout votre soutien et de beaucoup d'autres pour que ça devienne réalité. Et l'idée, c'est aussi d'amener cette place des nations, l'esprit de Genève, l'esprit de conciliation, l'esprit de paix, sur toutes les places du monde qui voudront bien nous accueillir pour finalement nous rassembler une fois pour toutes sur la place des nations. Donc j'ai maintenant l'immense plaisir de donner la parole au maire de Genève, M. Alfonso Gomez, qui va inaugurer l'exposition avec quelques mots. Et après, on va tous monter. Si vous êtes d'accord, on montera d'abord les premières rangées, parce qu'il faut qu'on aille physiquement couper le ruban, et après les autres, et après on partagera un verre de l'amitié. Monsieur le maire. Merci beaucoup pour... C'est ça que vous voulez ?
Merci pour ce moment. Je vais faire très court parce que je crois que nous avons hâte d'aller voir déjà dès l'exposition et d'aller boire un verre. Je voulais d'abord vous remercier. Pour ce moment et puis pour la qualité de cette soirée. Pour ce moment où eh bien, on a vu que les gestes pour sauver la planète eh bien, nous concernent toutes et tous. Et ça va évidemment des gestes, entre guillemets, les plus anodins, les plus simples, et les deux prix que vous avez donnés tout à l'heure. Ce n'était pas si simple que ça au Comité olympique et à la mission du Mexique, eh bien, démontre d'abord cette mobilisation que chacune et chacun peut faire à chaque instant, et puis qu'elle s'inscrit alors dans ce concept beaucoup plus local, beaucoup plus global aussi, à savoir un changement. Les changements, vous l'exprimez de manière différente, de paradigme sur notre rapport à la Terre, rapport au ciel, mais aussi rapport aux autres, sur notre façon de produire, bien sûr, notre façon de distribuer, puis notre manière de consommer, et donc d'avoir des paradigmes différents. Donc merci beaucoup pour ce moment 2050 Today, 3e année, qui s'inscrit dans la semaine du climat, que nous voulons justement une semaine non seulement de mobilisation, mais une semaine surtout de réflexion, et la collaboration avec l'Université de Genève, évidemment, pour nous, elle est très importante. Voilà, je ne peux pas faire plus long. Je tenais encore une fois à vous remercier pour la qualité de votre présentation, les réflexions que cela nous amène. Peut-être un petit bémol, vous disiez tout à l'heure que vous veniez d'une région la plus occidentale d'Eurasie, la Bretagne. Non, c'est la Galice, parce que je suis galicien. Donc voilà, à part ça, tout allait très bien. Donc merci beaucoup et merci encore pour cette présentation. Très bien. Pour conclure, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir assisté, d'avoir participé. Encore une fois, féliciter les membres de 2050 Today pour leur action qui va continuer, bien évidemment, et avec d'autres toujours plus nombreux. J'aimerais aussi remercier les interprètes qui ont assuré l'interprétation ce soir pour permettre justement de nous comprendre, pour nous rapprocher et avancer ensemble. Et je vous invite toutes et tous à monter pour découvrir l'exposition et célébrer et partager ensemble. Merci.